Bonjour les amis. Quand on commence à s'intéresser à l'ufologie, on pense à des vaisseaux extraterrestres venant nous rendre visite sur Terre. C'est le premier stade. Certains n'allant pas plus loin dans l'étude du phénomène ovni restent toute leur vie dans cette vision. On les appelle les tauléboulons. D'autres vont commencer à ériger l'ufologie en religion. C'est le New Age, très présent, qui pense que des extraterrestres sauveurs, très avancés, de grands blonds généralement, vont venir nous sauver. Sauver de quoi ? Au choix, de forces obscures du mal ou d'extraterrestres malveillants, travaillant secrètement avec les gouvernements et qui abductent les personnes avec leur autorisation. C'est la vision classique du bien contre le mal. Et comme beaucoup, hélas, ne peuvent concevoir leur vie sans une croyance forte en quelque chose, ils se raccrochent à cela. Maintenant, je vais vous dire un secret que beaucoup d'entre vous, mes abonnés, savent déjà. Je ne connais aucun chercheur ayant sérieusement étudié le phénomène OVNI. Je dis bien aucun chercheur. Sans tomber dans le piège d'une croyance, sans tomber dans le piège de croire que ce qu'on lui raconte dans des séances d'hypnose est vrai alors que tout est faux, qui au final entrevoit l'énorme vérité se cachant derrière le phénomène OVNI. Nous vivons dans un univers de conscience, connecté, d'information, et je rajouterai personnellement, organique. Vous allez le comprendre avec Gérard Desforges, que vous connaissez bien maintenant, et dont vous avez pu vous rendre compte de son sérieux et de sa méticulosité quand il livre ses enquêtes de terrain. Il nous livre ici la première partie de sa conférence de Gémenos, en expliquant au départ le pourquoi de cette conférence, et des problèmes techniques rencontrés, mais rien de grave. Il va nous la refaire avec de somptueux bonus. Je me suis régalé à l'écouter. À bientôt. Peace. Bye bye. Précision concernant la prochaine diffusion de la conférence présentée à Gémenos le 7 septembre dernier en 2019. Bonjour à tous. Vous savez, les choses ne se passent pas toujours comme on désire qu'elles se déroulent. Il y a parfois des petits grains de sable qui arrivent, auxquels évidemment on ne s'attendait pas. Et ça gêne un peu, ça contrarie un peu le cours des événements. Et il s'agit de la retransmission de ma conférence de Gémenos. Alors, j'ai d'abord un point pour vous rassurer complètement. Cette conférence, vous allez la voir dans son intégralité, avec même des petits plus. Je vais expliquer tout ça. Par contre, je suis dans l'obligation de modifier un peu le processus qui a vous délivré tout de go cette conférence dans l'état où, et les circonstances où j'ai pu la délivrer. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Cette conférence, donc, c'est suite à la proposition conjointe de Gilles Thomas, son site ODH TV, et son ami organisateur de conférences sur ce secteur des Bouches-du-Rhône, j'ai nommé Bernard Hugues. C'est vraiment phénoménal comment les événements peuvent parfois s'emboîter d'une manière curieuse et surtout, du moins pour moi, incompréhensible au premier abord. Ce sont des phénomènes de synchronicité que chacun d'entre nous a pu connaître dans sa vie et qui concernent très particulièrement mon propre destin. Ce phénomène, je l'ai vécu ces derniers temps de plusieurs manières. Et la présente conférence est donc aussi axée, comme par hasard, sur et à partir de ces phénomènes de synchronicité, qui sont à l'origine, d'ailleurs, de l'approfondissement de ma réflexion. Pour ce qui est de cette conférence, voyez plutôt, je vous explique. Gilles Thomas et Bernard Hugues me proposent dans un premier temps de préparer une conférence. Entre-temps, Silvano Trotta, qui a une chaîne YouTube,
aussi très regardé. Donc, Silvano Trotta me propose dans le même temps de réaliser plusieurs vidéos qu'il souhaite, qu'il m'invite à réaliser pour passer sur sa chaîne YouTube. Alors tout cela arrive vraiment en même temps. Alors l'emboîtement se présente avec beaucoup d'évidence. Je dispose d'une part d'un grand nombre de témoignages de nature variée, aucun lien évident entre ces témoignages. Hormis que, justement, ce panel d'événements hors cadre, par rapport à nos paradigmes habituels, cela m'interpelle au plus haut point, car ma réflexion finale a établi des liens entre ces différents témoignages. Or, l'opportunité se présente de pouvoir préparer plusieurs vidéos préparatoires à ce que vous allez entendre. Donc, un immense merci à Gilles Thomas, Bernard Hugues et Silvano Trotta qui m'ont ainsi ouvert des portes en résonance d'une communication avec un public qui aura des éléments pour mieux évaluer ce qui pourrait se terrer derrière l'évocation de tous les phénomènes insolites qui ont été investigués et qui ont certainement un grand écho dans l'ensemble de la population, sans que celle-ci puisse disposer aisément de ces éléments pour mieux réfléchir et comprendre le monde et l'univers dans lequel nous sommes insérés. Notez bien que j'ai écrit, que je vous dis, qui pourrait se terrer et non pas ce qui existe à partir de l'évocation présentée de tous ces phénomènes insolites qui ont été investigués. La porte reste entièrement ouverte à une critique argumentée des convictions que j'affiche avec sincérité. Je garantis mon intégrité à ce sujet. Des convictions, parce que des convictions, même si elles sont appuyées sur des faits complètement avérés et vérifiés, des convictions ne sont pas des démonstrations. Je suis parfaitement conscient de cette vérité. Avant de passer au libellé de ma conférence proprement dite, j'ai d'autres précisions à apporter. Là, il s'agit des conditions techniques de l'enregistrement de cette conférence. Plusieurs faits sont à évoquer. Tout d'abord, après une brève introduction conduisant à une vidéo dont vous aurez la possibilité de la visionner, d'ailleurs dans sa version initiale beaucoup plus longue, le vidéoprojecteur et mon ordinateur sont restés allumés. J'étais placé devant l'écran. Le caméscope que j'utilise pour l'enregistrement de mes vidéos était à distance sur ma gauche et je me tenais debout avec un microphone posé sur un trépied. J'avais installé une sonorisation pour une écoute confortable dans la salle, ce qui s'est effectivement produit convenablement. Tout cela parce que la salle réservée aux conférences ne dispose que du vidéoprojecteur, mais pas de sonorisation. Donc c'est moi qui ai apporté ma sono que j'ai installée. Mais si le résultat a été convenable pour le public, pour ce qui est de l'enregistrement de la conférence, cela a été du direct, de l'improvisation, avec impossibilité de tester la qualité de ces enregistrements. Et là, je dois dire que je me suis planté, car des tests eussent été nécessaires, impossibles à réaliser dans la configuration présente. Évidemment, la formule que j'ai dû choisir pour la diffusion prévue manque de spontanéité, c'est sûr. Les digressions, hésitations, mimiques d'une présentation dans une salle dédiée avec du public, cela donne du piment à une conférence. J'en suis conscient.
J'ai dû choisir une formulation plus impersonnelle, plus sérieuse dans son expression. Je suis désolé, mais au moins vous pourrez entendre. Et cette qualité d'audition me tient beaucoup à cœur, vu que, comme je l'ai expliqué dans mon tuto, je souffre maintenant de difficultés d'audition qui sont pénalisantes. Et puis, s'est greffé une autre difficulté lors de la délivrance de cette conférence, qui explique aussi, en partie, le choix final pour lequel j'ai opté. Donc, une situation inédite s'est produite, que vous allez pouvoir constater en partie, à savoir que le vidéoprojecteur et l'ordi auraient dû être éteints pendant la conférence, qui ne nécessitait plus que l'ampli avec son microphone. Or, personne dans la salle, ni moi-même, ni Bernard Hugues, qui était à la caméra, personne n'a remarqué que tous les appareils étaient restés allumés. Ce qui me permettait, placé devant l'écran comme je l'étais, ce qui me permettait donc d'apparaître sur l'image, un peu comme un clown, décoré par les icônes de l'écran de mon ordi. Voyez l'image, cette prise d'écran est très parlante. En plus, le son enregistré, franchement, est de mauvaise qualité. Donc, je ne peux pas, vraiment, sincèrement, je ne peux pas vous délivrer cette conférence dans sa version authentique. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que vraiment, en plus, le pire, ce fut vraiment la prise de son par la caméra, loin d'être satisfaisante. Et comme la conférence c'est quand même un gros morceau très compact, très consistant, ça faisait trop, ça faisait beaucoup trop pour une présentation médiocre, présentation que je tiens à soigner. Aussi ai-je décidé de réenregistrer cette conférence à l'identique, mais de manière à ce qu'elle soit bien audible. Je suis désolé de cette privation de l'ambiance sale dont je suis responsable. Mais au moins, vous n'aurez pas à vous tordre la tête, le cou, pour essayer d'entendre correctement mes propos, ce qui est quand même le but essentiel de cette présentation. Je vous présente donc toutes mes excuses, quand même, très sincèrement à vous. Ce lien vous permet de visionner la vidéo originale dont j'ai présenté une version écourtée lors de ma conférence. Et vous pourrez visionner aussi d'autres documents. Pour les personnes ayant visionné mes 5 vidéos intermédiaires, il n'est pas indispensable de regarder en préalable cette vidéo. La séquence lors de la conférence publique était écourtée parce que, contrairement à la présentation donnée à la Défense, cette vidéo n'était pas le sujet exclusif de cette conférence, mais un support afin d'aller plus loin, voir le développement de cette conférence. Ce deuxième lien donne accès à une vidéo concernant les aventures de Roro, dont j'évoque brièvement le cas en conclusion de la deuxième partie de ma 5e vidéo. Bonjour à tous. Alors, cette conférence à Gemnos a commencé par la présentation d'une vidéo qui est extraite d'une conférence que j'avais délivrée à la Défense. Mais alors qu'à cette occasion, c'était cette vidéo qui était au centre de cette conférence, ici, le fait de l'avoir tronquée correspond à un projet différent, un projet plus général, donc sous la forme
d'une présentation orale complémentaire qui constitue en fait la synthèse de toute mon activité pendant de si nombreuses années. Donc, pour le moment, c'est ce que j'avais dit à Gymnos, trêve de commentaires, place à cette vidéo. Mais nous nous trouvons aujourd'hui dans des conditions différentes, puisque j'ai eu l'opportunité de présenter plusieurs vidéos dont j'ai eu l'idée, et qui sont en quelque sorte des étapes qui permettent de mieux comprendre le cheminement de ma pensée. Donc ceux qui ont suivi ces vidéos intermédiaires, en quelque sorte, n'ont pas la nécessité de visionner en préalable cette vidéo qui s'appelle « OVNI soit qui mal y pense ». Mais j'ai communiqué des liens qui permettent de visionner cette vidéo particulière qui est, ma foi, très importante, mais dont on peut aujourd'hui se passer pour suivre le déroulement de ce que je vais essayer d'expliquer. Mes principales investigations sont compilées dans un livre au format numérique, en PDF, un document qui contient 426 pages et j'espère pouvoir vous permettre d'accéder à ce document dans des conditions aisées. C'est pas encore fait, mais enfin, avec un petit peu de temps, on devrait pouvoir satisfaire cette promesse. Les témoignages recueillis, je rappelle, pour l'avoir déjà mentionné à de nombreuses occasions, ces témoignages, je ne les ai jamais provoqués, ni sollicité leur venue. Vous serez certainement surpris que je vous assène une telle information. Je suis aussi surpris que vous, mais évidemment pas pour les mêmes raisons. Tout d'abord, je vais vous dire ce qui se trouve tout à fait à l'origine de ma réflexion actuelle et finale. Ce déclencheur, c'est le phénomène de synchronicité. Pour commencer, je vais vous raconter une anecdote personnelle, hélas dramatique, mais qui est hélas, un bon exemple de synchronicité. Alors, cette histoire concerne l'époque où nous habitions encore en Haute-Normandie, dans un petit village qui s'appelle Bouchevilliers, vraiment tout petit village, qui est notre longère, notre ancienne longère, est bordée par la départementale 915, anciennement nationale 15, qui était la route la plus directe pour aller de Paris à Dieppe. Et il se trouve que j'ai toujours de la famille à Cergy-Pontoise, et il nous arrivait de rester de temps en temps le week-end, 2-3 jours dans cette famille. C'est ce qui arriva donc une fois parmi d'autres. Et une nuit, mon épouse se réveille en sursaut et elle est complètement affolée. Elle me dit Gérard, j'ai fait un cauchemar épouvantable, c'est affreux. J'ai rêvé que notre chatte adorée, Minouche, je ne sais pas comment elle a fait son compte, parce qu'elle vivait en liberté sur notre grande parcelle, et ça lui suffisait. Mais là, j'ai rêvé qu'elle était sortie, elle avait réussi à traverser la haie de Thuya, haie très épaisse, très consistante, qui nous séparait de la départementale. J'ai rêvé qu'elle traversait la route
et qu'elle s'était fait en pleine nuit tamponner, écrasée par une voiture qui lui avait fracassé la tête et elle avait été projetée sur le côté, sur le talus. Je lui dis, écoute, c'est un cauchemar, c'est pas forcément la réalité, ça serait quand même incroyable, étonnant. Bon, et puis, comme on ne pouvait pas vérifier quoi que ce soit, on s'est rendormi on s'est rendormi comme ça, puis on n'en a plus reparlé. 1 ou 2 jours après, nous sommes rentrés donc chez nous, à Bouchevilliers, qui se situe à un peu plus de 50 km de Cergy-Pontoise. Et puis donc, une fois nos affaires posées, mon épouse me dit j'ai appelé la chatte, Minouche, elle m'a pas répondu. J'ai dit attends, elle est souvent elle allait souvent en vadrouille dans une maison située du bon côté, je dirais, de la propriété. Et là, elle était accueillie par une dame qui lui donnait un petit peu quelques gâteries. Mais c'était pas du tout dangereux du tout. C'était du côté du chemin, à l'opposé de cette départementale. J'ai dit, écoute, je vais regarder. Donc je sors, je traverse la départementale, je longe le talus, parce qu'on avait une grande haie, une très grande haie, qui bordait la route. Donc de l'autre côté de la route, je longe le talus, rien. Je traverse la route, et cette fois je me trouve directement contre notre haie, et je commence à arpenter au début de la haie. Et là, j'ai pas beaucoup de pas à faire, car j'ai immédiatement repéré la chatte, effectivement morte, effectivement avec manifestement un choc terrible à la tête, et c'était absolument dramatique parce que c'était vraiment conforme, tout à fait conforme à cette vision que mon épouse avait eue en pleine nuit, et ça a dû arriver à l'instant où elle avait eu ce cauchemar, parce que c'était arrivé la nuit probablement. Vu ce genre de phénomène qui, pour ce qui me concerne, m'est assez coutumier, cela a contribué à nourrir l'argumentaire que je vais m'efforcer d'approfondir maintenant. Je vis présentement avec cette idée qui est vraiment partie intégrante de mon être et qui s'est complètement intégrée au quotidien de mon vécu, alors qu'auparavant, je connaissais évidemment ces idées, mais je ne faisais que les côtoyer. Elles ne faisaient pas partie de mon être, pour simplifier les choses. J'ai maintenant la conviction profonde que nous vivons intégralement et exclusivement dans un champ de force et d'ondes, non seulement au niveau de tout ce que nous produisons nous-mêmes, mais la nature elle-même est aussi le produit de ces ondes et fréquences qui ne sont en fait que des éléments de notre conscience. Nous allons approfondir tout cela. Commençons par une observation, un constat banal que chacun d'entre nous a déjà éprouvé à un moment donné de sa vie. Lorsque nous rencontrons une personne, par exemple, nous ressentons souvent d'emblée si cette personne a un aspect sympathique ou pas, attirante ou pas. Ces ressentis existent évidemment à des niveaux de puissance différents. Tout cela sans aucune verbalisation. Cela existe aussi, par exemple, lorsque nous regardons ou visitons des maisons ou appartements où l'on désirerait habiter, soit en les louant, ou en la louant, ou pour l'acheter. L'indifférence peut aussi être ressentie, tout simplement. Et puis, il y a ce coup de foudre. Ah, celle-là, il faut qu'on l'achète. Il faut qu'on habite là. Nous sommes emballés. Évidemment, il s'agit de situations où on est en recherche, souvent, d'un logement. Là, donc on regarde. Et on ressent des émotions, en quelque sorte. Ah, là, nous sommes emballés.
Et c'est ce qui nous est arrivé lorsque nous avons acheté cette longère, où nous avons vécu pendant une vingtaine d'années sans jamais avoir regretté quoi que ce soit. Bien au contraire. Revenons à des cas célèbres de synchronicité qui ne concernent plus du tout ma petite personne. Alors là, c'est du costaud, c'est du solide et c'est bon à être rappelé. En 1858, Charles Darwin avait rédigé une monographie sur l'origine des espèces. Et quand il reçut un document d'un naturaliste malaisien, Alfred Wallace, document qui allait exactement dans le même sens que ses propres observations. Il y a bien d'autres choses. Par exemple, en 1905, à quelques mois d'intervalle, Albert Einstein et Henri Poincaré publièrent tous deux leurs travaux concernant une nouveauté qui allait révolutionner la physique fondamentale. Il s'agit de la théorie de la relativité restreinte. Rien que ça. Et ils n'avaient vraiment pas du tout communiqué entre eux. Absolument pas. Mais ce qu'ils avaient écrit se confondait, se rejoignait totalement. Très étrange. Plus près de nous, alors là, c'est très fort, vous allez voir pourquoi. Parce qu'on a des preuves extraordinaires. Le professeur Burton Richter de l'université de Stanford, située à l'ouest des USA, ayant fabriqué un accélérateur de particules de sa conception, détecta une nouvelle particule qu'il nomma psi. Et pendant ce temps-là, sur la côte est des USA, Samuel Ting découvrit en même temps la même particule. Cette étrange synchronicité fut validée par un prix Nobel de physique qui leur fut attribué conjointement en 1976. En passant, comme ça, j'ai lu quelque part que dans la philosophie indienne, tous les événements qui peuvent exister sont reliés entre eux à l'échelle de l'univers. Ils entrent en résonance avec nos vies et sont porteurs de sens. Nous ne nous appelons pas Einstein ou Samuel Ting, mais nous avons connu, pour la plupart d'entre nous, des phénomènes de synchronicité. Cherchez bien. Allons encore plus loin. Je connais des personnes qui disent se régénérer en collant leur corps contre des arbres. Oui, oui. Et puis, c'est assez amusant d'ailleurs parce que un de nos correspondants, à partir des vidéos que j'ai présentées sur YouTube, a délivré un témoignage assez extraordinaire qui a été reproduit, qui a été publié et qui montre un cas de ce genre tout à fait étonnant. Ça s'est passé au château de Versailles. Je continue. Tout le monde connaît ces phénomènes de main verte. Certaines personnes sont expertes, naturellement et sans trop d'efforts, à faire prospérer une végétation. D'autres, aussi motivés, s'acharnent à suivre les meilleurs conseils, accumulent des échecs, pourtant, dans ce domaine. Des exemples pullulent de communication entre les personnes, entre elles les animaux, les plantes et même certains minéraux, communication évidemment non verbalisée. En ce qui concerne les minéraux, combien d'entre nous ne possèdent-ils pas une pierre, une bague, un objet minéral dont il ne se départirait jamais et qui lui semble indispensable pour lui porter chance dans la vie, pour l'accompagner de la bonne façon dans tout ce qu'elle fait. Nous sommes nombreux dans ce cas, très nombreux. Et je vais conclure cette séquence par une information vraiment extraordinaire.
Cette anecdote provient d'une émission de vulgarisation scientifique diffusée chaque samedi sur France Inter avec un très talentueux chroniqueur qui se nomme Jean-Claude Amezen. Son émission s'appelle joliment Sur les épaules de Darwin. D'ailleurs, je ne l'écoute pas en ce moment, je ne sais pas si elle est toujours diffusée, mais c'est une émission fantastique. J'espère que d'ailleurs il va publier, c'est peut-être fait, un bouquin où il y a toutes les anecdotes, toutes les informations qu'il a pu délivrer dans ces émissions de très haute qualité. Donc, Jean-Claude Amezen raconta un jour cette formidable anecdote. Histoire vécue et racontée par des scientifiques. Cela se passe en Afrique, dans une région semi-désertique. Vous savez que les régions semi-désertiques abritent tout de même une vie animale assez conséquente. Parfois, il arrive que la région considérée se rapproche plus de l'aspect désertique que verdoyant, surtout avec l'actuelle évolution climatique. Donc, la faune herbivore, dans ces conditions, souffre de carences alimentaires. Il se trouve qu'il y a un arbre que nous connaissons bien d'ailleurs, qui, ma foi, s'habitue très bien de vivre et de prospérer dans ces terres pauvres, c'est l'acacia. L'acacia, vous savez qu'il est garni d'épines, mais il a aussi des feuilles assez persistantes. Alors, figurez-vous que, en cas de pénurie de verdure, les animaux sont attirés par le feuillage de l'acacia, feuillage assez persistant. Sauf que il sait se défendre, l'acacia, par ses épines, hein, c'est pas très drôle, et il sait aussi dégager un espèce de gaz qui repousse les animaux jusqu'à plus de 6 mètres selon des mesures qui ont été réalisées. Par contre, et c'est là que je sollicite toute votre attention. Par contre donc, lorsque la sécheresse est trop importante et que les herbivores crèvent vraiment de faim, l'acacia est capable de perdre ses épines afin de permettre aux animaux de se nourrir avec leurs feuilles. Mais jusqu'à un certain point. Ce point est que si l'acacia n'a plus du tout de feuilles, il ne survivra pas. Donc à un certain moment de surconsommation de feuilles par les animaux affamés, l'acacia va se recouvrir d'épines afin d'assurer sa propre survie. Ce cas montre une connexion vraiment inattendue entre la vie animale et végétale sous forme intelligente et régulée. Examinons encore de plus près une facette de la vie des plantes et des animaux dans la nature. Leur système de reproduction, donc de pérennisation des espèces, de leur conservation au travers des âges, leur système de cohabitation avec les autres espèces animales ou végétales, leur système d'alerte et de défense, tout semble réglé par une sorte de mécanisme d'horlogerie et l'intelligence humaine arrive même à concevoir des objets après la simple observation attentive et appropriation de mécanismes étudiés en préalable chez la faune et la flore. Nous allons revenir sur cette importante question, mais en attendant, nous allons évoquer un autre aspect qui est le prolongement en quelque sorte de tout ce que je viens d'évoquer et qui va nous rapprocher de là où je souhaite conclure en relation avec mes investigations. Il y a une analyse d'un physicien américain que j'ai prise à mon compte. Voici ce qu'explique Michio Kaku. Nous sommes calés sur une fréquence, comme avec un poste de radio. Il y a bien d'autres fréquences, une infinité. Elles sont porteuses de messages et de réalités qui nous sont étrangers. Le problème pour nous, êtres humains, c'est que nous ne savons pas tourner le bon bouton pour nous caler sur ces fréquences, comme nous savons le faire, justement, avec un poste de radio. Voilà ce qu'a écrit ce physicien. J'ajouterai maintenant ce qui suit. Parfois, il y a des interférences voulues ou hasardeuses, je ne sais pas, on ne peut pas trancher, entre ces fréquences.
Ce sont dans ces moments que certains, par exemple, voient une trouée de ciel bleu dans un ciel pourtant bien ennuagé, et cette trouée semble montrer des éléments étrangers à notre espace habituel, comme une porte qui s'entr'ouvre sur un ailleurs, comme cela est rapporté dans le compte-rendu de l'expérience américaine menée dans un célèbre ranch de l'Utah, suivi et rapporté dans une importante publication. L'expérience dont il s'agit a duré au minimum 7 années. Le livre qui est sorti pour rendre compte des expériences réalisées dans ce ranch se nomme « La science confrontée à l'inexpliqué », un livre que j'ai évidemment. Livre écrit par deux journalistes américains, deux grands journalistes américains, George Knapp et Alfred Keller. J'ai moi-même eu connaissance d'un tel phénomène survenu chez un membre d'une famille que j'ai largement investigué et que j'évoque aussi largement dans mes dossiers à l'Île-Adam. Toutes ces observations, constatations, rapports que j'ai eu l'opportunité de rédiger à partir de ce qui me fut narré pendant toutes ces années. Tout cela m'a conduit à une forme de conviction que je n'arrive pas à mettre en cause, malgré des efforts de réflexion pour m'amener à revoir ma copie en quelque sorte, afin que je ne quitte pas ce monde sur une compréhension erronée des mécanismes qui le font fonctionner, ou qui le composent comme on voudra, jusque dans ses plus petites parties. C'est un effort constant, un questionnement constant pour moi. Je suis désolé. Depuis mon enfance, c'est comme ça, j'arrête pas de me poser des questions. Cette interrogation qui fut donc permanente depuis ma scolarisation, ce qui ne me facilita pas ma progression scolaire, à certains moments de celle-ci, où mon esprit sans arrêt interrogatif s'éloignait du discours présentement délivré à des élèves qui avaient l'opportunité d'enregistrer de nouvelles connaissances. Ça n'a pas été très commode pour moi, cette situation, de devoir vivre en quelque sorte avec mon être double. Cette petite digression informative, je ne l'ai pas prononcée lors de ma conférence initiale à Gémenos. Je suis désolé. Et par honnêteté envers ceux qui étaient présents, je tiens à souligner ce point. Pourtant, ce point pourtant très important, et si cela se reproduit dans mon discours, je signalerai à nouveau cette incartade. J'ai donc acquis la conviction que nous sommes constamment traversés par une infinité de fréquences et d'ondes de toute nature, dont nous ne captons que ce qui est juste nécessaire à notre survie et à notre développement. Elle présente, liée à cette conviction, l'évidence que l'intelligence est partout présente dans la nature et sous toutes les formes de vie sur la Terre. Le prolongement naturel de cette constatation est que, dans l'univers ou les univers, le hasard n'existe pas, puisque ces champs de fréquences et d'ondes, en quantité infinie, nous traversent comme ils traversent toute chose. Il y en a parfois qui ont une origine, dirons-nous, exotique, et qui interfèrent avec nos propres champs de fréquences. C'est alors que se produisent ces phénomènes de déphasage que connaissent les personnes qui subissent le phénomène dose. Je présente les explications nécessaires à la compréhension de ce phénomène dans le texte de présentation de mes investigations. Ainsi que lorsqu'il se trouve au centre d'un phénomène d'abduction,
ou lorsqu'il se trouve au centre d'un phénomène d'abduction. Naturellement, je ne suis pas le seul chercheur porteur de ce genre d'analyse. Dans ce domaine aussi, il existe bien entendu des situations d'identité d'analyse par des personnes différentes ayant investigué en toute indépendance. Il y a aussi donc dans ce domaine de la recherche, donc y compris aujourd'hui et dans ce domaine, des synchronicités de ce côté-là. Quelques précisions tout de même à minima concernant le phénomène dose. L'expérienceur se trouve tout à coup placé dans une espèce de bulle où les ressentis de l'espace-temps sont complètement différents tout à coup des sensations habituelles que nous connaissons tous. L'environnement dans lequel il se trouve momentanément inséré n'est plus du tout le même. Tout à coup, des sensations de paralysie, de neutralisation complète de la volonté sont éprouvées. Il y a souvent apparition d'entités à l'apparence non humaine, mais qui s'avèrent être complètement les maîtres du jeu, dans une relation éphémère, avec des manipulations variées et très insolites de la part de ces entités. La mémoire de ces expériences est passablement occultée. Beaucoup d'entre eux semblent aptes, par des séances de régression sous hypnose, à restituer un certain nombre d'informations sur ce qui leur est arrivé. D'autres refusent catégoriquement les procédures qui leur sont proposées dans ce domaine. Parfois, ils les acceptent plusieurs années après les événements à cause des difficultés qu'ils ont enregistrées dans leur vie et depuis le moment de cette expérience. Certains parviennent à restituer des informations détaillées sans l'aide de l'hypnose. Suite à ces événements, on peut assister à l'émergence de facultés inhabituelles chez la plupart d'entre nous. Dons paranormaux de guérison, capacités exceptionnelles de mémorisation, dons de voyance, de communication non verbale, jusqu'au simple phénomène qu'on nomme du terme générique d'inspiration chez les chercheurs. Écrivains, artistes, personnages qui n'arrivent pas eux-mêmes parfois, mais même souvent, à expliquer le niveau atteint par leur performance. Notons que nous sommes peut-être tous dotés de facultés exceptionnelles, mais qui sont en état de dormance en quelque sorte, et que certaines situations arrivent à débloquer d'une manière incompréhensible pour notre esprit cartésien. D'ailleurs, il y a de nombreux cas où, en dehors de l'intervention, disons, de ces phénomènes dose provoqués par des interférences concernant des entités, disons, étrangères, il existe des situations, par exemple lors de certains accidents ou d'autres traumatismes, qui provoquent chez certains êtres l'émergence de facultés qu'ils n'avaient pas auparavant. Ce fut le cas, par exemple, de Jean Miguère, mais j'en connais d'autres. Il y en a d'autres. Et en particulier, une histoire racontée au siècle dernier par un être très étrange, dont on a retrouvé par hasard les papiers. Cela a constitué un livre, c'est un Breton, et lui, c'est à la suite d'une piqûre d'insecte que certaines facultés se sont développées de manière très curieuse
dans son cerveau et qui lui ont même permis d'écrire ce livre. Et puis, il y a aussi des cas très troublants de personnes qui ressentent qu'elles sont des réincarnations, à l'image de ce grand journaliste qui a réussi à ce que tous ces phénomènes soient enfin pris au sérieux dans notre pays. J'ai nommé Stéphane Alix. Stéphane Alix, avec, par exemple, son dernier livre, dont le titre n'a pas besoin d'explications particulières. Lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Eh oui. Voilà donc quelques pistes pour accréditer l'existence de connexions entre toutes les consciences, humaines, animales, végétales, voire minérales. Nous savons qu'un certain nombre de personnes ont, lorsque ces phénomènes se déclenchent, les notions de présent, de passé, de futur, même ne semblent plus avoir le sens qu'on leur prête habituellement. Les découvertes liées à ces réalités incluent la probabilité de l'existence d'autres formes de vie inexplorables avec nos moyens actuels, des formes de vie possédant des modes de communication et des outils pour les matérialiser, dont l'existence et le fonctionnement nous sont complètement incompréhensibles. Pour le moment, parce que nos connaissances et applications qui en résultent progressent très rapidement, y compris dans la compréhension des lois qui gouvernent la nature. Vocable utilisé faute de pouvoir identifier exactement ce qui se cache derrière ce mot nature. Je voudrais ajouter que ce qui a conforté mes analyses, c'est ce livre paru récemment, piloté par le professeur de philosophie Philippe Solal, docteur dans le domaine de l'histoire des sciences. Ce livre fut écrit à 5 mains, en fait, par des chercheurs de haut niveau. Et à mon avis, c'est une des premières fois en France où un professeur en exercice de ce niveau, dans l'université française, publie un livre sur ces questions sans avoir attiré le courroux de sa hiérarchie. Ce qui est, à mon avis, une nouveauté intéressante. J'ai eu l'opportunité de pouvoir approcher Philippe Solal et ai eu la chance d'entretenir une correspondance avec lui. Et nous avons pu amorcer même un début de projet assez audacieux, mais qui n'a pas pu se concrétiser en fait à cause de personnes trop peu discrètes dans le processus d'information. Et je n'oublie pas évidemment les fantastiques travaux de personnalités américaines de premier plan comme John Mack, Bud Hopkins, le docteur Roger Lair. Il y a bien des domaines à explorer dans celui du mystère intégral, avec des histoires d'hommes en noir. J'ai moi-même réalisé une enquête sur un cas qui m'a été signalé et qui figure dans ma compilation. D'ailleurs, je recommande, je donne les coordonnées du livre de Joël Ménard consacré à ce sujet très important. Et parmi quelques autres, tout cela parmi quelques autres publications qui constituent en quelque sorte mes livres de chevet. Mais il y a aussi des problèmes posés par les crop circles et bien d'autres événements incompréhensibles pour le moment, comme tous les cas que j'ai présentés dans mes vidéos.
intermédiaires et dont j'ai eu la chance d'avoir de grands diffuseurs pour vous les présenter. Nous vivons une époque de transition majeure, comme vous le percevez certainement. Il s'agit d'un bouleversement à tous les niveaux, que personnellement j'avais anticipé depuis de très nombreuses années. Ne cherchez pas à savoir pourquoi, comment, je n'en sais rien moi-même. Ça remonte très très loin. Très curieux tout cela. Et ces bouleversements incluent donc les changements de paradigme de nos connaissances, grâce aux apports en particulier de la nouvelle physique, celle des quantas. Cette nouvelle physique va certainement apporter des connaissances révolutionnaires et des applications inédites parce qu'elle montre, cette nouvelle physique, que les propriétés de la matière, aspects et comportements ne sont plus les mêmes dans l'infiniment petit que dans les espaces qui nous sont familiers. C'est un nouveau champ révolutionnaire de recherche qui s'ouvre pour l'humanité, quelque chose d'entièrement nouveau et qui prend déjà en compte intégralement les propriétés très spéciales de la matière et des ondes et fréquences qui lui sont associées, jusqu'à se poser la question très limite de la réalité de cette matière avec un gros point d'interrogation. Nous sommes construits de manière imparfaite entre deux univers, celui de l'infiniment petit et celui de l'infiniment grand. Nos outils sensoriels sont adaptés à cet équilibre et cette imperfection. Nous ne pouvons percevoir et étudier que l'apparence de ce que nous offrent nos sens. Et nous avons découvert, depuis la mise en évidence de la relativité et l'existence des quantas, nous avons découvert que l'infiniment petit est géré par une physique différente de la physique conventionnelle, qui explique certes convenablement le monde tel qu'il apparaît à nos sens. Quant à l'infiniment grand, il nous pose les mêmes énigmes. Et l'être humain est parmi les milliards de vies qui existent déjà sur notre planète, l'être humain et qui se perpétue, ces vies, qu'elles soient d'origine minérale, végétale, animale, l'être humain, cherchez bien, est l'unique créature capable de s'interroger sur sa propre existence, son passé, son présent, son devenir, et qui soit doté d'un esprit créatif unique et incomparable dans cet univers. Toutes les autres créatures vivantes sont programmées dans leur ADN. Et si nous remarquons qu'elles sont adaptables, y compris par des expériences scientifiques diverses et variées, notez bien que si elles sont adaptables, la forme d'intelligence qu'elles développent sert seulement à conserver la capacité de survie, leur capacité de survie et d'assurer la continuité de leur espèce. La vie peut prendre des formes ahurissantes, telles ces blobs que j'ai récemment découverts, étudiés et qui sont étudiés depuis peu au parc zoologique de Paris et qui défient l'entendement et la compréhension des scientifiques qui se sont lancés dans l'étude de ces créatures improbables. Oui donc, qui donc a placé l'être humain entre ces deux extrêmes? C'est le mystère des mystères. Quel est ce redoutable farceur
qui a doté l'être humain d'une conscience qui lui permet de s'interroger sur son existence et tout ce qui est autour. Mais oui, nous sommes vraiment la seule espèce ayant cette capacité de réflexion, de créativité, de connaissance de soi et des autres. Toutes ces composantes de la conscience, il faut donc attendre que les scientifiques inventent des sortes de convertisseurs, en quelque sorte, qui permettront à nos sens, au sens de l'être humain, de pénétrer dans ces champs de fréquences et d'ondes qui nous sont pour l'instant inaccessibles. C'est à partir de là que nous pourrons certainement mieux comprendre ce qui se cache derrière le phénomène des ovnis, ainsi que de toutes les manifestations que nous appelons paranormales, parce qu'elles ne font pas partie de la normalité qui nous est familière. J'ai communiqué ces analyses à Philippe Solal pour solliciter son avis. Je vais vous lire ce qu'il m'a répondu. Merci Gérard pour cet envoi. Je viens de lire ton texte et je le trouve passionnant. Pour moi, il n'y a pas de doute. La connexion des consciences dont tu parles correspond très exactement à ce que les philosophes, Platon, Plotin, Leibniz, etc., nomment l'âme collective. C'est aussi de cette âme collective dont nous parlent les expérienceurs de NDE, c'est-à-dire une conscience unique à laquelle nous sommes tous rattachés, à notre insu, via notre moi conscient. Carl Jung l'appelait l'inconscient collectif, et d'autres auteurs l'âme du monde. À un certain niveau de vibration, nous sommes tous reliés. Voici maintenant, moi, ce que j'ai répondu à Philippe Solal à la suite de son post qui, évidemment, m'a fait plaisir. Je te remercie, Philippe, pour ce retour ultra rapide et bien flatteur. J'ai désiré suivre les traces de mon défunt père, qui se définissait et a pratiqué la littérature de bout en bout comme un artisan de l'écriture poétique et littéraire, sous le pseudonyme de Robert Prade. Dans les circonstances imprévisibles où je me suis trouvé placé, j'ai désiré être cet artisan de l'ufologie, traçant son chemin à l'écart de toute influence directe des grands penseurs antiques, anciens ou contemporains, s'étant exprimés sur la nature de l'être, dans toutes ses composantes. J'ai voulu extraire un enseignement à partir de mes investigations, uniquement. Et si ce que j'en retire rejoint tant soit peu des idées formulées par des autorités intellectuelles incontestables et incontestées du passé, récemment ou contemporaines, crois bien que j'en suis le premier étonné et comblé naturellement. Au moment où j'exposais toutes ces idées, très peu de jours avant, j'avais reçu un post d'un ami correspondant qui, franchement, m'a produit un choc invraisemblable. J'en ai les bras, comme on dit, qui me sont tombés. Parce que c'était comme une illustration on ne peut plus flagrante de tout ce que je viens d'essayer d'expliquer.
Écoutez, je vais faire comme je l'ai fait à Gemnos, je vais vous lire ce poste, la partie la plus significative. Vous allez voir, ça n'est pas rien. Donc, j'ai reçu avant la conférence, j'ai reçu un poste. Vous voyez, il est daté du 3 septembre. La conférence a eu lieu le 7 septembre. Il y a quand même un rapprochement de date vraiment étonnant, hein. Alors voilà ce que mon ami et correspondant m'envoie comme poste. Écoutez bien. Il m'est arrivé de vous faire part de quelques-uns de mes vécus sortant de l'ordinaire. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais hier, lundi 4 septembre, un événement incroyable s'est produit. Je n'étais que le témoin et un de mes petits-enfants, l'acteur de cet événement. Tout a commencé lorsque vers midi, j'ai offert à ma petite fille de 6 ans une carte musicale. Une carte qui, lorsque on l'ouvre, elle produit de la musique. Grosse bêtise. Elle n'arrêtait pas de jouer avec cette carte jusqu'à nous agacer, ma femme et moi-même. J'ai fini par confisquer la carte juste avant de passer à table. À 13h15, j'ai emmené les enfants à l'école en voiture. Ils étaient assis à l'arrière. En cours de route, un peu avant d'arriver devant l'école, j'entends la musique de la carte musicale avec un son très faible, c'est vrai, un peu lointain. Surpris, je demande à mes petits-enfants lequel avait amené la carte dans la voiture. Réponse de l'un des jeunes. Personne. La carte, elle est restée à la maison. Je leur demande d'où vient la musique. Et ça me répond, c'est Tom qui fait la musique. Quoi? Comment ça, il fait la musique? Et Tom me répond, quand j'ouvre les mains, comme si j'ouvrais la carte, il y a de la musique. Et sa sœur de me confirmer, c'est vrai, papy? Tom fait de la musique en ouvrant les mains. C'était très impressionnant. Et la petite fille trouvait ça très amusant. Ça la faisait rire. Cet extraordinaire événement s'est reproduit à 5 reprises. Puis, plus rien. J'ai déposé les enfants à l'école en leur demandant de n'en parler à personne. En rentrant, j'ai trouvé la carte à la maison. Depuis, mon petit-fils a essayé de reproduire l'événement sans succès. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et votre visionnement, en espérant que ça vous a intéressé. Voilà. Au moment où j'étais vraiment en plein dans l'écriture de cette synthèse, je ne savais pas d'ailleurs que cela allait donner lieu à une conférence, mais je voulais absolument écrire tout cela en fonction de mes ressentis, de ce que je pensais devoir conclure en quelque sorte par rapport à toutes ces enquêtes. Donc un matin, je n'écrivais pas tout le temps, je me dirige vers la maison de la presse pour acheter mon journal quotidien. En même temps, ça me fait faire un peu de sport. Et puis, je regarde toujours un peu, je crois que tout le monde fait pareil, dans les rayons, les nouvelles productions, les nouvelles publications, les magazines, etc. Et je tombe, regardez sur quoi je tombe. J'en suis resté là aussi, les bras ballants. Je crois qu'il n'y a pas besoin de commentaires à ajouter.
Dans ce qui me reste de ma bibliothèque, car j'ai procédé à très gros élagage avant de déménager, et vu mon âge, il existe des livres dont je ne saurais me séparer, ainsi que ceux dont les auteurs m'ont honoré d'une dédicace.